je propose qu'on commence, si les gens arrivent. Alors selon, la formule habituelle, donc il y a, pour l'instant peu, mais quelques personnes en ligne et puis, il y aura, évidemment la version, accessible sur la chaîne YouTube des Amis du Frac de ce plaisir partagé. Alors, je dirais jamais peut-être pour moi en tout cas la notion de plaisir partagé a été aussi, 1er degré puisque c'est un plaisir, d'accueillir, l'artiste dont on va parler ce soir, donc Yves Piquet, voilà, ami de 40 ans, et qui, va surtout vous expliquer, son travail, dans cette soirée. Donc aujourd'hui, le titre, c'est Déclinaison. En fait, Déclinaison, c'est une série de Yves Piquet, série qui a été faite 1993. Tout à fait, oui. Oui. Voilà. Et j'ai réalisé à la même époque, en 1993, un film. Ce film, il était destiné d'ailleurs à l'exposition. Enfin, il a été souvent diffusé en même temps que l'exposition. Les quelques fois où l'exposition s'est installée à Saint-Brieuc, je crois que 2 ou 3 fois, elle a été diffusée à Brest, voilà, au Quartz notamment. Et donc, ce soir, c'est des extraits de ce film que je vous montrerai, des extraits très courts. À chaque fois, c'est moins d'1 minute. Hein, donc, voilà, on aura le droit à 10 extraits. Mais bien entendu, ce film-là, vous pouvez le retrouver sous sa forme intégrale de 12-13 minutes, encore une fois sur YouTube. Et je mettrai le lien pour que vous puissiez voir l'intégralité du film. Alors, ce que nous avons décidé, et c'est tout simplement parce que je pense que c'est un témoignage assez rare, c'est que ce soir, nous allons pouvoir faire l'autopsie de l'œuvre d'une certaine manière, puisque j'ai filmé à l'époque, enfin nous avons filmé avec quelqu'un d'ailleurs qui est à distance, nous étions deux, nous avons filmé Yves travaillant dans son atelier. Et nous avons, pas toutes les scènes du dispositif, mais disons les scènes essentielles du dispositif. Et puis, dernière chose, vous allez entendre à chaque extrait une voix, un commentaire. Alors, pour que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde, cette voix, alors, pour moi, c'est aussi une vraie émotion, puisque c'est la voix de Yves Boujard, artiste rennais très connu, décédé malheureusement il y a quelques années, qui a été mon professeur. Et donc, voilà. Mais le texte, je l'assume, c'est bien le texte que j'ai écrit qui a été mis dans le catalogue, mais qui est dit par Yves Boujard, qui avait accepté, parce que j'ai un peu de mal avec ma voix en vidéo, donc voilà, comme beaucoup de gens, quand on s'entend, des fois c'est assez désagréable, donc j'ai préféré utiliser une très belle voix en plus de Yves Boujard pour lire ses commentaires. Vous voyez donc le dispositif. Je commenterai donc pas les extraits, puisque vous m'entendez pendant ces extraits, enfin, via la voix de Yves, encore une fois, et évidemment, je passerai la parole au maximum, en le relançant à chaque fois sur une question à Yves, pour que ce soit lui qui témoigne de cette aventure. Voilà, une fois que le dispositif est bien compris, nous allons pouvoir avancer. Nous allons lancer le premier extrait. L'immersion de la toile dans le bain de brou de noix attribue au support une référence colorée qui contrariera ou exaltera les contrastes de valeurs mis en œuvre par la suite. En marge de cette spécificité chromatique, l'opération de trempage engendre une série de manipulations. Froissure, essorage et défrippement. Les modifications de l'ordonnance, de la tension et de la pigmentation des fibres constitueront autant d'accidents qui interféreront à la fois sur le geste du peintre et sur le regard du spectateur. Yves, on démarre par effectivement ce premier geste de la toile trempée dans le brou de noix, une préparation de la toile qui, je pensais en revoyant ces images que finalement les artistes ont toujours préparé leur toile. Et toi, tu donnes quel sens donc à cette préparation ? Moi, je ne donne pas un sens à l'histoire. Effectivement, les artistes préparaient leur toile. Moi, simplement, j'utilisais, avant cette série-là, des peintures, des tissus écrus. Et à un moment donné, je n'en ai pas trouvé dans le commerce. Et j'ai souhaité, à ce moment-là, les tremper dans du brou de noix pour essayer de retrouver la référence du tissu et me permettre de travailler à partir de là.
Je me suis aperçu avec le temps que ce Brunois allait interférer beaucoup dans mon travail de peinture, dans les scènes que l'on va voir après, en fait. Et donc, tu as, au-delà de cette série… Au-delà de cette série, en fait, ça a perduré jusqu'à aujourd'hui, ce trempage de tissu en coton, parce que je travaille sur des tissus en coton, jusqu'à aujourd'hui, en fait. Donc, c'est devenu un matériau de base dans mon travail. Nous sommes repartis. Hop. Donc, je vous propose le deuxième extrait. L'acte de peindre ne peut se limiter à la simple reproduction d'un motif. Bien plus qu'un sujet, le motif est la cause de l'acte et par là même la raison qui va le déterminer et l'expliquer. En ce sens, le dessin issu d'un couvercle de tonneau n'est pas arbitraire. Il décrira un cercle, ligne parfaite, continue et fermée, qui délimitera deux espaces, l'intérieur et l'extérieur. On reprend la parole. Voilà. Alors Yves, l'histoire de ce tonneau, de ce couvercle de tonneau. Oui, en fait, je venais de terminer une série qui s'appelait Pliage-dépliage. Et j'avais dans mon jardin, devant mon atelier, un tonneau qui pourrissait, que j'avais récupéré à Nantes. C'est un ami sculpteur que certains connaissent peut-être, qui s'appelle Mourad Horch. Et ce sculpteur qui habitait Nantes avait entre autres réalisé les deux gros lions qui se trouvent devant le palais de justice, qui aujourd'hui c'est le Radisson, hein, c'est un hôtel. Et donc je disais à Yves ce matin que, enfant, comme j'allais à Jules Verne, je passais tous les matins devant les deux lions. Donc un jour, il m'a ramené ce tonneau-là à Plouderne. Enfin, cet ami, ce sculpteur, j'avais connu parce qu'il était venu participer à la restauration de l'église du village qui avait brûlé. Alors, ce tonneau, un jour, il est parti complètement en botte. J'ai ramassé les morceaux et je les ai mis dans mon atelier pendant plusieurs années. Et un matin, je ne sais pas pour quelle raison, je l'ai récupéré. Et à partir de là, j'ai commencé à faire quelques essais, des manipulations diverses qui m'ont amené progressivement à ce tonneau que vous venez de voir, que j'ai enduit ensuite de peinture noire. Voilà, c'est la phase sur laquelle on va aller maintenant. Chacun d'entre nous se souvient d'avoir recouvert une pièce de monnaie d'une feuille de papier, puis d'avoir frotté délicatement à l'aide d'un crayon. Il y avait une part de magie dans l'apparition de l'image, et la curiosité persistait bien au-delà de la découverte des côtés pile et face. Dans ses mains qui pressent la toile, en suivant consciencieusement le contour du couvercle du tonneau, dans ses doigts qui reconnaissent chaque veine saillante du bois, dans l'application de ce geste guidé par l'interstice entre deux planches, on retrouve cette part de plaisir enfantin que la répétition n'estompe pas. Plaisir enfantin, l'envie de le retrouver ou autre chose? Non, pas vraiment, c'est toi qui as écrit ça, c'est pas moi. Non, simplement, bon, effectivement, comme j'expliquais tout de suite, ce couvercle, qu'est-ce que j'allais en faire? Donc, à un moment donné, à l'époque, j'étais sérigraphe. Donc, cette notion de transparence, d'empreinte, etc., bon, a une relation indirecte avec les sérigraphies, mais enfin, il y a quelque chose de cela quand même. En fait. Sur le transfert d'image. Le transfert d'image, c'est un petit peu ça. Surtout que ça allait amener plus tard, on va le voir, à l'image sérielle. En fait. Donc, à un moment donné, j'ai pris ce morceau de tissu un peu plus grand que le couvercle de tonneau, 80 cm par 80 cm, et j'ai enduit ce couvercle de colorant noir, et j'ai réalisé cette empreinte que vous avez vue sur l'image, en fait. Et l'idée première, c'était justement d'avoir une empreinte, un joli matériau avec lequel j'allais faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi encore, en fait. Donc, ça s'arrête là pour l'instant. C'est que le tissu était mouillé, le colorant, parce que le colorant que j'utilise, c'est un colorant sérigraphique, un colorant qui ne sert absolument pas à faire de la peinture, mais qui est devenu mon médium depuis le début des années 80 et jusqu'à aujourd'hui encore. Donc, pour ça, je l'utilise pour sa pauvreté dans les couleurs, c'est ce que je recherchais, mais pour sa résistance aux ultraviolets, donc pour la conservation de la peinture.
Et puis pour différentes raisons, on en parlera peut-être tout à l'heure. De 1992 à 2002, il va y avoir 10 ans du même tonneau. Alors, j'ai emprunté le titre à Françoise Nicole, qui a récemment fait un livre, une monographie qu'on peut présenter d'ailleurs, qui est ici sur Yves Piquet et que vous trouvez ici au FRAC. Donc, si certains sont intéressés pour poursuivre la compréhension de l'œuvre, il faut pas de problème. Voilà. Et donc, en fait, pardon. Voilà. Ce tonneau, voilà, j'ai choisi cette image de la série Traversée, qu'on voit à la fois photographiée, je dirais, comme reproduction d'œuvre, et en même temps in situ dans la chapelle, une des chapelles de Saint-Jean-le-Sourn, là dans les chapelles, en 99, je crois. Voilà. Et donc, cette série s'appelle Traversée, et l'intérêt, c'est de vous montrer que ce tonneau, on l'identifie toujours dans ces dispositifs. Mais peut-être que tu peux préciser. Oui, enfin, cette série Traversée, elle vient après déclinaison dont on a commencé à parler, dont on va parler plus précisément après, en fait. Mais simplement pour dire que là, c'est une organisation de colonnes qui ont été mises après en situation verticalement et en empilement dans l'art dans les chapelles. Donc, c'est une revisitation de ces colonnes. Et ce qu'il y a aussi dans ces deux images de gauche, là, on s'aperçoit qu'il y a des blancs. Hein, des blancs, c'est des extractions de certaines parties de la peinture et qui m'ont fait découvrir à ce moment-là la forme noire et la contreforme blanche. Donc, il y a une notion de spatialité qui allait plus tard s'installer dans mon travail et que je mets en place ici de façon pas vraiment consciente au début. J'en prends conscience au fil du travail, quoi, en fait. Oui, regardez bien, je vais suivre avec ma souris. Vous voyez la forme noire là, qui est à l'intérieur de la toile et la contreforme blanche qui est ici. Ce travail sur la forme et la contreforme est déjà une problématique du noir et du blanc. Cette série là où effectivement sur le noir et le blanc, on voit émerger une réflexion qui va se prolonger longtemps. Alors on va revenir effectivement à déclinaison. Dans la déchirure, il y a à la fois une certaine fragilité, celle du tissu qui s'effrange, et une grande rectitude, celle de la coupe qui suit le droit fil. Pour Yves Piquet, la déchirure est d'une part la réponse à une certitude, celle de la division modulaire la plus appropriée d'un point de vue plastique, et d'autre part la source d'une relativité, celle des positions respectives des lignes imprimées et de la ligne de coupe. Alors sur la déchirure, on le voit au début du film, c'est 20 cm 2, c'est une mesure étrange. Oui, déjà pour les 20 cm 2, c'est-à-dire que la toile, comme vous l'avez vu, quand j'ai trempé dans le brune noir, ensuite je l'ai défroissée, mais elle restait malgré tout froissée. Et je voulais arriver à une lacération de 20 cm. Et à ce moment-là, bon, effectivement, il fallait calculer 20 cm 2 pour pouvoir retrouver mes 20 cm après les différentes manipulations qui allaient suivre, quoi, en fait. La toile humide se rétracte. Oui, la toile se rétracte, bon, etc. Donc c'est simplement ça. Au lavage, les toiles se rétractent. Ça se sent très bien d'ailleurs. Bon, sinon, l'histoire de la déchirure, je n'ai pas de certitude dans cette déchirure, si ce n'est que j'avais travaillé ce module de 20 cm dans une série précédente et que c'était devenu, pour les séries à venir, 2-3 séries à venir, une constante de déchirer le tissu dans une dimension de 20 cm. La déchirure aussi, dans le droit fil, ce qui est intéressant, ça amène une grande sensibilité au tissu. Et j'ai réalisé de nombreux livres d'artistes et, par exemple, dans le livre d'artiste, le papier chiffon, je le déchire à la main et je ne découpe pas au masticot. Parce qu'au masticot, on a une grande froideur dans la coupe, alors que lorsqu'on le plie, qu'on le déchire comme ça à la main, on a une sensibilité. Donc cette sensibilité, on la retrouve dans la déchirure, dans le droit fil, quoi. Et ça va jouer dans le futur, dans ce qu'on va voir dans la Suisse, quoi, en fait.
Le pli représente l'action et le résultat de l'action, c'est-à-dire le rabat de la toile sur elle-même et la marque qui restera à l'endroit où le tissu a été plié. Le pli, c'est à la fois la fermeture du volet textile et l'ouverture du volet pictural. Cette phase charnière est cependant motivée par un objectif unique, l'épuration du signe. Alors, effectivement, ce travail sur le pli, en fait, chacun comprendra que pli ici est à la fois le verbe et le nom, c'est-à-dire que l'action de plier et effectivement le pli physiquement qui marque un espace sur la toile. Alors ça, c'est un enjeu très important. Je pense que tu avais... Oui. Donc, en fait, le fait de lacérer ce couvercle, cette empreinte en 5 morceaux, va me définir 3 possibilités de signes qui, par un système de pliage, va me donner, entre autres, une ogive, une forme en losange et une forme oblongue. Donc, le principe, si vous voulez, c'est donc ce morceau de tissu de 80 cm à peu près, va être plié d'abord en 2. Le tissu est mouillé, en fait, hein, et ensuite rabattu de cette façon-là. Et le fait de le rabattre, ça va me créer, pour ce qu'on vient de voir à l'instant, va me créer une forme ogivale, en fait, puisque déplié, c'est la partie ronde du couvert de tonneau. Donc, à partir de là, je vais faire un travail de peinture. Donc ça, on va peut-être le voir maintenant. On le verra juste après. On va le voir tout à l'heure, en fait. Mais là, déjà, tu as donc des épaisseurs différentes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, par ce pli en 2 fois, on va se retrouver avec 3 couches de tissu d'un côté et une seule couche de tissu de ce côté-là. Et lorsque je vais peindre avec le colorant, eh bien, la pénétration du colorant dans les couches de tissu va interférer différemment, où il y a 3 couches ou une couche. Et ça va nous donner un noir très différent, alors que c'est vraiment toujours le même noir 100%, mais on s'apercevra que l'absorption va donner une sensibilité différente à droite ou à gauche du module que je vais traiter, en fait. La figure est un procédé de langage destiné à rendre la pensée plus évidente et qui en particulier peut jouer sur la forme et l'ordre des mots. L'ensemble du dispositif a été conçu de manière sérielle. Il s'agit d'établir un lexique de figures ayant une racine commune mais des structures variées. Donc là, effectivement, le travail de peinture commence à proprement parler. Oui, alors le travail de peinture commence, c'est-à-dire que l'empreinte que j'ai faite, elle est quand même plutôt grise, elle apparaît en filigrane. Donc après le travail de pliage, apparaît quand même la forme que je vais traiter, ogivale ou losange, etc. En fait. Donc avec un noir à 100%, je vais peindre pour révéler justement ces strates qui apparaissent dans l'empreinte initiale. Donc, c'est un travail modulaire où je vais faire des dizaines et des dizaines de modules qui se voudront semblables, mais à chaque fois différents les uns des autres, en fait, puisque c'est quand même de la peinture. C'est une empreinte que j'ai fait sur le couvert de tonneau avec, en posant sur le tissu plus ou moins habilement, et ça va nous donner des petites différences, des petites nuances, on le verra tout à l'heure sur l'étoile lorsque le marouflage sera réalisé. Donc, c'est des centaines même de modules que je vais réaliser, jusqu'à une forme d'épuisement, en quelque sorte. Hein. C'est donc la notion de temps et de fatigue du peintre va interférer beaucoup dans ce travail, et on en parlera tout à l'heure un petit peu plus là-dessus, en fait. L'état de l'image semble définitif quand,
Délaissant sa brosse, le peintre s'empare de sa toile afin d'écarter les plis, d'écarteler la figure. L'assurance du peintre n'a pourtant pas changé. Il poursuit son recouvrement, la surface cachée prend tout son sens. Le contraste fond-figure se modifie, les subtilités des couches de pigments se révèlent, la déclinaison s'est enrichie d'une nouvelle forme. Voilà. Alors, effectivement, tout d'un coup, on se dit, ce pliage, finalement, il sert à quoi? Parce qu'il y a redépliage derrière. Alors là je vais faire en fait le chemin inverse. Hein. Le travail de peinture a été réalisé pour un module. Et à ce moment, je vais faire le chemin inverse, c'est-à-dire que je vais ouvrir tout ça, parce que tout ça c'est collé avec la peinture. Donc il y a un petit effort, on sent le bruit là, dans la vidéo. Crac, voilà. Et la partie cachée est vierge de couleur. En fait. Alors, un travail supplémentaire va se faire et un nouveau signe a été réalisé, puisque j'ai retrouvé à ce moment-là la forme extérieure du tonneau. Donc, c'est un nouveau module qui va naître de cette façon-là. Mais la partie cachée, je vais la peindre encore. Et je vais la peindre en noir 100%. Oui, donc il y a un deuxième travail de peinture. Un autre travail de peinture. Mais oui, mais c'était vierge de couleur à ce moment-là. C'était juste le tissu brut avec l'empreinte en filigrane. Et ce noir, eh bien, il va apparaître beaucoup moins noir que lorsque le module était plié. Donc, on va se retrouver avec une nouvelle valeur de noir. Donc, ce travail qui se veut absolument répétitif et qui pourrait apparaître comme décoratif va rester véritablement de la peinture et on va avoir une sensibilité de ce module, quoi, en fait, hein, et non pas une image décorative. Ce que je raconte là, si vous voulez, c'est beaucoup plus facile de le raconter maintenant qu'au moment où je fais. Parce que là, il y a quand même des incertitudes et des inquiétudes. Ça, c'est le temps qui me permet de dire toutes ces petites choses. Alors, on ne peut pas ne pas parler de pli-repli, puisqu'on vient de voir l'importance du pliage dans ce travail sur déclinaison, et donc de 2015 à 2019. Donc, vous voyez que là, on est très proche d'aujourd'hui. Tu te lances dans une série qui s'appelle Pli-repli. Donc, il a fallu faire des choix. Là, j'ai présenté quelques travaux de cette série-là. Alors, est-ce qu'elle se situe dans la continuité ou c'est un autre travail sur le... Alors, pour moi, c'est dans la continuité. C'est-à-dire que sur la forme, on a l'impression qu'il y a vraiment une très grosse différence avec déclinaison, mais sur le fond, c'est exactement la même chose. Enfin, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire, dans mon travail depuis les années 80, j'ai, sans conscience véritablement, mais je m'en rends compte maintenant avec le recul, j'ai toujours eu ce besoin de cacher, de réduire et de donner à voir un minimum. Et là, dans ce travail, c'est un travail sur le froissage à partir d'une toile, d'un tissu toujours enduit de brune noire, un tissu qui fait à peu près 50% plus grand que la toile finale. Et après tout un travail de manipulation divers pour avoir une peinture cohérente, parce qu'il faut qu'elle soit cohérente avant de la froisser, je vais la froisser pour la réduire au maximum et créer justement des éléments qu'on ne va plus voir, si vous voulez. On va plus avoir cette possibilité de voir ce qui se passe dessous, puisque je l'ai caché par froissage, quoi, en fait. Et c'est une peinture à ce moment-là qui va vibrer beaucoup, qui va bouger. Et si on s'en approche de très près, notre regard va se perdre dans cette peinture, en fait. Mais le principe, c'est toujours la volonté de cacher et parfois dévoiler aussi. Ça arrivera dans d'autres séries où cacher, révéler, les choses vont se cacher, vont ressortir, etc. Et voilà un petit peu le... Dans le processus de pliage, là, Oui. c'est assez facile, mais on pense à Entaille. On se dit que lui aussi a utilisé ce dispositif-là. Oui, tout à fait. Alors, honnêtement, je dirais que quand j'ai fait ce travail-là, qui était la conséquence d'une série qui a précédé,
je n'ai pas passé à entaille, mais entaille, il est quand même dans mon vocabulaire et dans ma pensée, parce que je vis avec mon époque, donc je connais son œuvre. La différence avec entaille, c'est que entaille, lorsqu'il froisse et qu'il peint, après il défroisse. Et son œuvre, elle est défroissée. En fait. Et c'est comme ça que son œuvre se révèle. Et la mienne, elle reste froissée. Elle reste cachée. En fait. Lui, il cache d'abord et il révèle après. Et toi, tout reste caché. Et moi, ça reste caché. Et je ne travaille pas avec un rouleau comme lui. Un rouleau de jardinier pour rouler ses toiles. L'encollage des pièces peintes sur la toile de renfort est décisif, en ce sens qu'il fixe définitivement la composition. Cette opération technique influe sur certaines qualités sensibles du travail. Ainsi, la colle réagit différemment selon l'épaisseur du tissu et selon le nombre de recouvrements. Elle crée de ce fait un nouveau type de contraste entre degrés de matité et de brillance. Ces images qui mûrissent à chaque étape ne sont rien d'autre que les fruits de l'expérience. Voilà. Donc là, on commence à comprendre comment se présente, à entrevoir le résultat final, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un process d'encollage, de marouflage, sur des toiles beaucoup plus grandes. Voilà, alors à ce moment-là, sur des toiles beaucoup plus grandes qui iront de 2 mètres de haut, 3,60 mètres, 5 mètres à peu près, et même plus, je vais maroufler les petits modules dont on a parlé tout de suite. Donc, je vais maroufler des dizaines et des dizaines de modules. Donc, comme je disais tout à l'heure, qui se voudront semblables, qui seront en fait tous différents. Alors, pour certains signes, ce sera le même signe qui apparaîtra tout le temps dans une construction légèrement différente. Et dans d'autres signes, je ferai des alternances qui créeront des turbulences dans la toile. En fait. Après, il y a le marouflage. Alors, comme dit Patrice et Yves Boujard, c'est le fruit de l'expérience, ça, j'en doute. C'est beaucoup plus la conséquence, le résultat de ce marouflage qui m'a fait découvrir que ça pouvait apporter une nouvelle noirceur à la toile et surtout un aspect un peu goudronné à la peinture. Mais ça, je ne le savais pas à l'avance. C'est la colle que j'ai utilisée qui a fait des résurgences et qui a amené ce côté un petit peu granitique et puis un peu brillant aussi. En fait. Donc, c'est une bonne surprise, mais ce n'était pas véritablement volontaire. En fait. Donc, c'est des grandes toiles souples. En fait, au final, c'est des grandes toiles souples qui peuvent être roulées, hein, parce que la collection là, des 14 peintures appartiennent à la collection du FRAC, en fait. Hein. Donc, elles sont roulées, elles sont en rouleau. Voilà. Et malheureusement, je pensais pouvoir vous en présenter, mais vu les dimensions, en fait, c'est complexe à mettre en œuvre dans les réserves, ce que je peux comprendre. Juste une question quand même sur on a vu le module, puisque tout ce qu'on a vu depuis le début, là, c'est le travail sur un module, et puis après, on passe à un nombre de modules déterminés ou… Ils sont déterminés. Ils sont déterminés dans le sens, je décide, je sais que le module peut faire 80 cm lorsqu'il est déplié, il peut faire 40 ouais, c'est ça, 40. Et puis je vais terminer une longueur de toile, parce que je sais pertinemment que si la toile est trop petite, la démonstration que je veux faire sur l'image sérielle et répétitive ne va pas être convaincante. En fait. Donc, c'est tout à fait arbitraire, mais je décide d'une certaine longueur, et à partir de là, je crée des modules en conséquence. Donc, ces modules créés en conséquence, et comme je disais tout à l'heure, c'est par dizaines et dizaines. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui devient artisanal et non même plus artistique, puisque j'ai défini toutes les règles bien avant, et ces règles, surtout dans cette série-là, dans d'autres, ce sera un petit peu plus libre. Mais dans cette série-là, je me contrains à travailler avec du noir, à plier de telle et telle façon, à déchirer de telle manière, de façon à ce que tous les signes, tous les modules soient
se veulent identiques sans lettres, en fait. Voilà un petit peu le processus. Donc, on va les associer en collant sur des grandes longueurs. On en verra tout à l'heure. Oui, oui, on les présentera, les 14 toiles. Organiser avec beaucoup de minutie un espace pour les toiles noires, puis abandonner toute initiative en leur substituant emplacement pour emplacement leur homologue blanche, relève du défi. Laisser carte blanche à une série noire, c'est pour Yves Piquet prendre le risque d'une deuxième lecture. En fait, il y a un moment, tu prends la décision que tu feras 2 séries, où tu vas faire jouer 2 éléments, l'une blanche, l'autre noire. C'est ça. Je travaillais beaucoup sur le noir et blanc à l'époque. Et donc, à un moment donné, j'ai commencé par la série noire, et à un moment donné, j'ai décidé de faire la même chose, mais en blanc. Sans en connaître vraiment les conséquences, si ce n'est que les séries noires et les séries blanches devaient avoir exactement la même dimension. C'était donc des toiles entre 3,60 m, 4,80 m, etc. Donc, elles pouvaient se substituer l'une par rapport à l'autre dans un accrochage, et c'est ce que j'ai tenté de faire, quoi, en fait. Oui, donc au quartz. Au quartz, à Brest, oui. Alors, ce que je me suis aperçu déjà avant de l'accrocher au quartz, je me suis aperçu que confronter une toile noire et une toile blanche, ce qui vous apparaissait au regard, alors que c'était les mêmes signes, ce n'étaient pas les mêmes éléments qui venaient à votre regard en premier. Ça, peut-être qu'on pourra faire la démonstration tout à l'heure. Donc, ça, c'était déjà assez intéressant de se rendre compte que le résultat n'était pas le même. Mais je ne voulais pas les confronter côte à côte. Je ne les ai jamais confrontés côte à côte. Donc, j'ai voulu accrocher d'abord les noirs, et à mi-parcours d'exposition, je les remplaçais par leur homologue blanche, en espérant que le spectateur se rendrait compte d'une sensation, d'une perception différente. Bon, je n'ai jamais eu le résultat, parce que vous savez, quand on fait une exposition, on a rarement des remontées sur ces expositions. Mais c'était l'expérience que j'ai souhaité faire et que j'ai répétée plusieurs fois. Mais elles n'ont jamais été, le noir et le blanc n'a jamais été confrontés côte à côte. Non, ce qui était assez étonnant, il aurait fallu effectivement, ce qui est rarement le cas, que les gens aillent 2 fois à l'exposition. Enfin, c'était sur un mois, et donc au bout de 15 jours, tu as changé. Non, le quartz, c'était plus longtemps. C'était plus longtemps. Oui, après, dans d'autres endroits, c'est sur 15 jours. Oui. Sur un mois, donc 2 fois 15 jours. Il fallait vraiment revenir voir l'exposition. Déjà, venir voir une fois, c'est déjà beaucoup. Mais effectivement, ce pari est assez étonnant dès le départ, puisque il y a presque 2 expositions en une, quoi, de perception des choses. Il y a 2 expositions en une, tout à fait. J'imagine une déclinaison à la confluence des phases de gestation et de structuration, comme un point d'équilibre dans cet espace de repos qui succède à l'élaboration des matériaux et des dispositifs, dans ce temps de réflexion qui précède les choix d'organisation, de composition des éléments. Alors là, en fait, on fait référence à... pardon. Hop. Décidément, j'ai un petit problème. Voilà. Je vais essayer d'aller directement à cette... Voilà. C'est-à-dire alors, l'adresse YouTube, c'est l'adresse du film, hein, mais juste pour vous montrer, on les reverra les 14, mais en voilà une en fond. Et c'est juste pour vous montrer la variation du signe. Et donc, ce que vous avez vu dans le film, d'ailleurs, il y a une espèce d'animation, et c'est en fait Francis, qui est présent ce soir, là, à distance, qui a travaillé avec une machine pour vous voyez, reprendre tous les signes et les animer, et évidemment créer
un lien entre eux, comme un film d'animation finalement. Et je trouve que cette notion de déclinaison, c'est évidemment là qu'on la comprend le mieux, c'est-à-dire sur la variation de cet élément dont Yves nous dit qu'il a été produit méthodiquement selon exactement le même process. Et pourtant, nous, spectateurs ou visiteurs de l'exposition, c'est autant de signes et donc un vocabulaire étonnamment riche et varié par rapport à une méthode qui, elle, est très rigoureuse. Alors là, c'est le module de la partie haute du tonneau, donc la partie pliée. Et effectivement, comme j'expliquais tout à l'heure, le tissu, la déchirure, les différentes manipulations n'étant jamais tout à fait les mêmes, ça va générer par le pli des signes qui se veulent identiques et qui sont tous différents. En fait. Et alors, on ne le voit pas, là, on ne voit pas très bien, mais on pourra le voir sur un module tout à l'heure. Là, justement, la qualité des noirs varie justement dans le pli et ça se voit très bien. Il y a des gris plus ou moins forts alors que c'est le même gris à 100% qui a été passé. Donc, ça va donner de la vibration et de la sensibilité à cette peinture qui pourrait être froide et décorative. En fait. Alors là, on est vraiment dans l'image sérielle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, à cette époque-là, était assez obsessionnel chez moi puisque je faisais de la sérigraphie en tant qu'artisan, en fait. Et je répétais des images à longueur de journée que je mettais à sécher sur une clé de séchage. Et c'est quelque chose qui a complètement influencé mon travail de peintre dès le début des années 80. Donc on peut dire que la sérigraphie a fait un transfert dans mon travail de peinture et a certainement eu une grande influence jusqu'à aujourd'hui sur tout ce que j'ai pu réaliser en 50 ans. Quoi, en fait. Alors, juste... je vais fermer le diaporama pour ça. Hop. Juste un élément, peut-être qu'on peut reprendre la bande. En fait, pour que tout le monde comprenne bien, c'est que le couvercle de tonneau, il fournit 5 modules, en fait. Cinq morceaux de tissu. 5 morceaux de tissu et 3 figures. Et 3 figures. Voilà. Il y en a une dans la partie haute, il y en a une qui va former des ogives juste en dessous et une autre encore en dessous. Et puis, au milieu, la partie, il va y avoir une partie oblongue, comme ça. Hein. Et puis en bas, il va encore avoir le même signe qu'il y a en haut. En fait. Ouais. Donc, ça fait 3 signes, mais 5 morceaux de tissu. 2, 3, 4, 5. Alors, pour montrer aussi sur un autre travail, voilà, c'est la période 2003-2011. C'est une série qui s'appelle Art Billy. Où les... Petit galéron, il paraît, en breton, oui. Voilà. Et donc, voilà un exemple d'œuvre. Là, c'est une petite diversion par rapport à ce qu'on regarde. Oui, mais il y a l'idée de la variation du signe, notamment dans la séquence d'en bas. Je trouve que on retrouve un peu la manière dont un signe qui paraît, ils paraissent très proches les uns des autres et pourtant ils évoluent. Mais là, tu fais appel aux nouvelles technologies. Voilà, oui. Quand j'étais jeune peintre, je travaillais sur le paysage. J'ai travaillé sur le paysage, sur le motif. C'était mon professeur en peinture pendant une dizaine d'années, jusqu'à mes 24-25 ans. Et un jour, je me suis retiré dans l'atelier et je suis devenu le peintre que vous voyez dans Déclinaison, entre autres, en fait. Et avec l'idée qu'un jour, je retournerai sur le motif. Mais enfin, 30 ans après, on ne retourne pas sur le motif de la même façon avec le chevalet et puis la boîte de peinture. Et là, j'ai décidé de retourner, c'est tout à fait le hasard d'ailleurs, je suis retourné sur le paysage que j'avais quitté 30 ans auparavant. C'est la côte nord du Finistère, c'est un petit village qui s'appelle Brignagan. Et j'y suis retourné non pas avec ma boîte de peinture, mais avec mon appareil photographique, mon carnet de dessin, et puis surtout, après dans l'atelier, avec un logiciel vectoriel qui m'a permis de déstructurer certains rochers que j'avais choisis et de créer des segments. Hein, on le voit dans les trois peintures qu'il y a en bas. Là, donc, ce sont des morceaux de contreplaqué qui sont marouflés de tissu et peints. Et alors, ce que j'avais trouvé intéressant à l'époque, c'est que
ce même dessin pouvait être déstructuré de différentes façons. Ça peut se faire manuellement, mais avec l'ordinateur, c'est un certain intérêt, quoi, en fait. Et l'objectif, c'était de contrarier la forme, tu peux montrer peut-être la forme vaguement ronde, là, par la traversée, cette forme-là, voilà, cette forme-là, par la traversée de segments qui allaient complètement contrarier l'intérieur de cette forme ronde. Et ça, c'est la conséquence, si vous voulez, de ce qu'on a vu tout à l'heure dans Traversée, où cette notion de spatialité, je la mets vraiment en œuvre, là, et le mur du fond, pour moi, a autant d'importance que la forme véritable de la peinture. En fait. Oui, donc, on est là, forme contre forme, mais de façon encore plus spatiale que tout à l'heure. C'est-à-dire que là, véritablement, le mur prend toute son importance et devient lui-même, quelque part, peinture. En fait. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 4 jaunes qu'il y a au-dessus, bon, qui sont de grande taille, hein, ça doit faire plus de 2 mètres de haut, eh bien, c'est le même processus à partir d'un dessin de rochers et d'éléments vectoriels et d'éléments de segments travaillés avec la vectorisation. C'est des manipulations qui m'ont amené naturellement ces formes carrées et ogivales, en fait. Je ne les ai pas inventées. C'est le dessin qui, par différentes manipulations, qui sont arrivées telles quelles, comme ça, en fait. Et là, c'est pareil, c'est comme pour la forme en bas. La forme jaune est contrariée par des trajectoires de morceaux de bois qui traversent cette forme jaune. Quoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est, on arrive un peu sur la fin, mais on va quand même regarder les 14 toiles de la série Déclinaison. On a un petit diaporama qui est fait. Alors donc là, tout le monde comprend la forme du tonneau. Et là, de toute évidence… il manque un module. Il manque un module. Il manque le module du haut, quoi, en fait. Voilà. Mais sinon, on a le module ouvert, la constitution du couvercle de tonneau, quoi, en fait. Voilà, c'est un module ouvert, c'est-à-dire que chacun comprendra que la bande centrale, c'est cette bande-là, c'est la bande qui effectivement est dans le pliage, c'est retiré. Et le noir qu'on aperçoit, qui apparaît gris, est un véritable noir, mais qui a été absorbé par le tissu et qui donne justement cette différence avec les autres. Et voilà la version blanche. Voilà la version blanche. C'est quel format? Celle-ci, c'est la plus grande, elle fait 2,40 m par 4,80 m. Et quelle année donc? 92-13. Elles sont toutes pendant ces années-là. Ah oui, c'est une série qui est de… 1993, je pense. Elles sont toutes des mêmes… 92-94. Elles sont toutes des mêmes formats ou pas? Oui. Non. Le format, non. Non, parce que celle-ci, c'est la plus haute, parce que par l'utilisation des modules que j'ai exploités, elle fait 2,40 m. Toutes les autres font 2 mètres, et en général, 3,60 m ou 4 mètres, 3,20 m ou 4,80 m, en fonction de la longueur des modules. Par rapport au couvercle du tonneau, pour bien comprendre, en fait, il y a sur chaque élément, là, j'encadre un élément, on voit 1, 2 et 3. Donc, il n'y a pas l'élément complètement inférieur et l'élément totalement supérieur. Voilà. Donc, Et alors, à l'intersection justement du module rectangulaire, tu le remontes, voilà, on a une colonne là, oui, cette colonne-là qui se dessine. Voilà. Cet élément-là, qui sera exploité de manière… comme un langage en soi, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, traverser. C'est intéressant, c'est le coup de le dire au sens propre, de traverser les œuvres pour voir comment elles se répondent les unes et les autres. Alors, ensuite, il y a celle que nous avons vue tout à l'heure, là, qui est uniquement, cette fois-ci, sur les segments d'en haut, on est d'accord? Voilà, sur le module d'en haut. Oui. Voilà, la version blanche. C'est là où on voit d'ailleurs la variation des fonds sur le blanc. Enfin, blanche, c'est relatif, parce que là, on se rend compte de l'influence du brun noir. Ça, c'est les mêmes éléments, mais avec l'ouverture. On voit bien qu'on retrouve les deux éléments, mais séparés cette fois-ci. Et vous voyez bien qu'on a là aussi un
un élément plastique qui se passe ici, dans ces colonnes-là, qui est complètement différent de ce qu'on a vu avant. Oui. Le passage de celui-là à celui-là. Alors, faites attention entre ce que vous voyez actuellement et regardez le blanc, on ne voit pas la même chose. Le blanc, c'est ces éléments-là, oui, c'est ça, ces éléments-là qui apparaissent beaucoup en priorité et non pas l'aspect colonne. Je remontre les deux. C'est la version noire et la version blanche, mais vous voyez que la perception qu'on a et la manière dont s'organisent les motifs sont très différentes. Après, il y a ensuite… Alors là, je disais tout à l'heure que le signe ogival, bon, dans ce qu'on vient de voir, les signes avant, les signes sont organisés de façon très simple. Là, ils sont aussi, il y a des alternances, on a dans ce sens-là et inversé comme ça. Donc ça va créer un rythme on le voit là, ici dans un sens. Voilà, chaque colonne est alternée en fait. La version noire avec la version blanche. Voilà, et là c'est pareil, là on ne voit pas du tout la même chose en fait. Et là d'ailleurs dans la version blanche, on aperçoit justement dans la partie centrale, on aperçoit encore l'empreinte du couvercle, on voit justement en filigrane, on voit des traces, on les voit. Et après donc il y a les versions avec les modules centraux. Voilà, juste la partie, vraiment la partie centrale du tonneau, donc sur le bord. Ou d'ailleurs, c'est la partie centrale, mais le tonneau en tant que forme circulaire s'efface presque sur cette version-là. Les deux dernières. Ouvertes, où là on voit, là encore, c'est effectivement là que se passe le discours plastique. Hein, sur les raccords en fait, entre les modules. En fait. Voilà. Et dans l'espace externe, enfin, le rapport forme contre forme fonctionne particulièrement bien. Là aussi. Donc voilà, vous avez… oui, on est dans les délais, donc on va s'arrêter là. Vous avez fait une petite visite dans Déclinaison. En tout cas, merci Yves. Alors, pour ceux qui sont présents, je suis désolé pour ceux qui sont distants, mais c'est un peu le travers. On a quand même amené un petit module et morceau de déclinaison pour que vous puissiez le voir et le toucher même, ce qui nous paraissait intéressant. Ben, merci à toi. À très bientôt, Francis, parce que je vois qu'il est encore connecté. Poser une question ? Oui, tu peux poser une question. Avant que je sois obligé de partir. Merci. Visiblement, il y avait une diapo avec un peu plus de couleurs. Je voulais poser la question au sujet de la couleur. Tu en as un peu parlé, tu parles de forme, de contre-forme, de graphisme. À un moment, tu parlais d'une encre qui était pauvre en couleur, il me semble, au tout début, quand tu es intervenu. Il y a quand même malgré tout de la couleur qui émerge. Comment tu gères ça, cette émergence de la couleur? Par exemple, dans les traits, il me semble que dans les formes rondes avec les traits qui coupaient comme ça, il me semblait que certains de ces traits étaient colorés. Comment tu l'utilises, la couleur? Tu veux dire comment je suis revenu à la couleur? Oui, comment elle apparaît. C'est pas qu'une histoire de traits, de contreforme, de forme, d'empreinte. Il y a aussi la couleur quand même dans tout ça. Tu en parles peu. Alors ça c'est un choix complètement arbitraire. C'est-à-dire que à un moment donné, je choisis pour cette série-là de travailler dans les couleurs primaires, par exemple. Hein. Il y a une série dans Arbili, hein, donc on voit un détail là. Oui. Bon, j'ai choisi de travailler avec des noirs, des rouges et des bleus, mais ça aurait pu être tout à fait autre chose. Hein. Il n'y a absolument aucune référence au paysage dans ce choix des couleurs, par exemple. Hein. La signalétique, peut-être? Même pas? Je n'ai pas répondu à ta question. Signalétique. Si, tu as répondu. Non, je te demandais si ça pouvait avoir avec les couleurs de la signalétique ou pas du tout. C'est complètement absurde ce que je dis. C'est-à-dire le fait d'utiliser des couleurs primaires très codées du point de vue de la signalétique. Est-ce que voilà, tu ne cherches pas… Je ne vais pas jusque-là, moi, tu sais, Francis. Hein. Il y a une spontanéité dans mon travail. Par contre, par exemple cette série-là, d'Arbili, on voit qu'à moitié de tableau. Là, hein. Eh bien, je me suis contraint à conserver ces mêmes valeurs pour toute la série de colonnes que j'ai fait. J'ai dû en faire une quinzaine. Donc, j'ai décidé de les conserver de la même façon.
Bon, par exemple, quand j'ai traité, c'est des morceaux de contreplaqué qui sont assemblés, ça. Hein. Je ne vais pas raconter l'histoire de ces colonnes, mais quand je les ai marouflés de tissu, bon, j'ai commencé à peindre une colonne. Donc, j'ai peint avec du brun noir. J'ai décidé de mettre un rouge. J'ai mis le rouge, une autre avec du jaune, mais la valeur n'était pas bonne. Donc, je prenais des notes. Hein. Donc, j'ai repassé du brun noir sur le jaune, sur le rouge, sur le noir, et j'ai repeint. Et pour chaque morceau de contreplaqué, eh bien, il peut y avoir 5, 6, 7 passages de couleurs ou de valeurs pour arriver au résultat final. Mais ce que j'ai appliqué pour une colonne, je l'ai appliqué pour les 14 autres, en fait. Donc, autrement dit, c'est vraiment un travail de peinture et d'observation d'un résultat plastique appliqué sur toute une série que j'ai déclinée comme ça. Merci Yves. Donc, ce n'est pas une application, par exemple, dans ce cas-là, d'une couleur franche et définitive, quoi, en fait. Et pour rebondir sur la question du Francis regardeur précédent, à un moment donné, vous dites, en évoquant ce travail qui est sur la couverture, vous dites que ce n'était pas la bonne valeur. Vous parlez du rouge et du jaune. Vous avez donc du coup remis du bleu, etc. À quel moment la valeur est bonne pour vous? C'est le rapport des différentes surfaces les unes par rapport aux autres, en fait. C'est simplement, c'est subjectif, c'est un choix tout à fait du moment, en fait. C'est un équilibre qui va se créer à mon regard. Et il y a quand même un certain nombre de paramètres qui vont rentrer en jeu, parce qu'il y a une certaine distance entre tous ces éléments-là. Bon, par exemple, pourquoi j'en ai peint un en rouge et l'autre en noir, etc. Ça, c'est exactement mon regard porté à un moment donné sur ce travail. Hein, voilà. Bon, à un autre moment, j'aurais peut-être inversé complètement les couleurs dans cette colonne-là, par exemple. Hein. Donc, c'est très je ne sais pas comment expliquer, c'est un travail de peinture, un travail d'observation, un travail de sensibilité. Mais justement, c'est peut-être ça aussi le mystère de la peinture, en fait, hein, où les choses ne sont pas toujours définissables, quoi, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pas d'autres questions? Attendez, on va arrêter l'enregistrement. Ah pardon, excuse-moi. Oui, alors j'aurais une autre question, c'est par rapport au pli. Au tout début de l'exposé, vous avez évoqué un premier travail qui était sur le papier, qui s'appelait pliage. Pliage-dépliage, oui. Pliage-dépliage. Et quand j'ai découvert votre processus avec le tissu, qui est aussi un pli, voilà. Est-ce que... Alors, comment s'est fait ce passage, justement, entre pliage-dépliage en papier et pliage du tissu? Pliage de papier, non, il n'y a jamais eu de pliage en papier. Sur les croquis que tu faisais, ou sur la série, sur les dessins, tu as parlé que tu avais fait des dessins, ou que tu avais fait des choses sur le papier. Effectivement, moi j'ai entendu ça un moment. Hein? Ah oui, non, c'est sur les livres d'artistes, c'était sur la déchirure. Je pense qu'il y a eu deux choses. Non, j'ai parlé pour l'histoire de modules. C'est-à-dire que, donc avant cette série de déclinaisons que vous avez vues, j'avais fait une série qui s'appelait Pliage-dépliage. Ouais. Bon, en fait, à cette époque-là, je faisais des très grandes toiles souples, des toiles libres, qui étaient vraiment construites, hein, finies, etc. Mais j'ai trouvé un peu bavardes, quoi, en fait. Et j'ai décidé de les déstructurer, quoi, en fait. Et j'ai fait des tentatives diverses. J'ai pris des modules de 40 cm, 30 cm, pour arriver justement à ce module qui me convenait bien dans cette méthode de pliage, donc de 20 cm. Et ça m'a permis, si vous voulez, en déstructurant une peinture finie, ça m'a permis d'en reconstruire une autre, mais d'une autre façon, en cachant déjà par le pli, et à cette époque-là, en cachant par le blanc. C'est-à-dire que j'éliminais progressivement le trop perçu à mon regard de cette peinture. En fait.
Donc voilà, cette notion de cachet, elle est là depuis très longtemps, même avant cette série pliage-dépliage. On pourrait remonter dans le temps comme ça. Donc voilà, et puis après, ça a amené donc, cette réflexion autour de déclinaison.